Ah, voici le premier, mon maître, Héry Léon Lapie. Voilà. Ensuite, sa méthode était enseignée par Émile Alain, qui nous a servi de base pour le bagad nominoé. Jean-Lel Gouache de Rennes fut le maître pour les bombardes du bagad, bien sûr. Ferdy Kearney, l'école du tambour, il était de Brest, et le répertoire, R pour le bagad, dans lequel on pouvait puiser notre répertoire. Roer Herbeuse de Poly-Montjarret, Sonita Sonerian, fait aussi par Poly-Montjarret, je pense. Nous sommes ici chez Soisic Noblet à Lannion. Et vous avez été dans le cadre de la fête du printemps des sonneurs à Lannion, au mois de mai, vous avez été la marraine. Donc, et puis nous allons vous interviewer sur votre parcours parce que vous avez dirigé un bagad. C'est Pierre qui va commencer par interviewer Soisic sur son parcours et voilà. Donc, à toi la main, Pierre. Soisic, quelle a été la place du bagad nominoé de Redon dans le développement des bagadous dans les années 50-60 du siècle passé? Sa place, c'était un petit peu le phénomène, car le bagad était à l'époque pratiquement le seul, uniquement féminin. Il y avait des jeunes filles dans les autres groupes, mais c'était des groupes mixtes à dominante masculine. Et nous avons participé à la résurrection, ou plutôt à la naissance des bagadous, parce que après la guerre, Poly-Montjarret et BAS ont recréé des bagadous, enfin ont créé les bagadous, un petit peu à l'image des pipe bands écossais. Et le bagad de Redon s'est inscrit normalement dans la lignée des autres bagadous. Quel était le rôle d'un pen bagad ou d'un penzoner à l'époque? Le même que maintenant, c'est-à-dire c'était le chef d'orchestre. Donc il suivait les directions de BAS pour les concours, par exemple. Il fallait donc apprendre les airs imposés. Donc il fallait apprendre les techniques et ensuite préparer aussi le répertoire propre à chaque groupe en fonction de la qualification de ses sonneurs. Il y avait aussi un rôle de formation qui était important. Oui, oui, le rôle de formation, c'est-à-dire que les membres qui s'inscrivaient au bagad ne connaissaient rien à la musique, d'une part, et encore moins au biniou, à la bombarde ou à la batterie. Donc il fallait les former. Pour ça, je suis allée la première année, donc l'année de la création du bagad en 56, faire le premier stage à Châteaulin, stage Kendall, destiné à la formation des moniteurs et des professeurs. Et j'ai eu la chance d'avoir Lapie, c'est-à-dire Héry Léon, comme moniteur. Et là, ça a été le départ d'une bonne technique pour le groupe. Je l'ai apprise aux membres du bagad et après, nous avons travaillé ensemble et ça a bien marché. C'était l'arrivée de la technique écossaise du jeu de cornemuse. C'est ça, exactement.
Peut-être avec l'introduction du practice, c'était un instrument qui permettait de s'entraîner sans faire autant de bruit qu'une cornemuse. Oui, les répétitions au local du Bagad, c'était une maison particulière, donc il n'était pas trop question de jouer avec les cornemuses, c'était trop bruyant. Donc de toute façon, tout le monde jouait au practice, et à la maison, les jeunes filles s'entraînaient beaucoup avec leur practice. Oui, le Bagad, la première sortie, bon, il a été créé au 1er octobre 55, et sa première sortie, c'était à Fégriac, en Loire-Atlantique, au mois de, je regarde les dates, 8 juillet 56. Ensuite, nous avons fait avec l'entraînement, Quimper. Ensuite, tous les ans, on retrouvait à peu près les mêmes sorties. Le 5 mars 57, par exemple, on a été à Bordeaux. Nous avons été à l'exposition universelle de Bruxelles aussi. Nous avons été en Espagne, à Bilbao. En Allemagne, à Bad Godesberg, il me semble, ou Bad Honnef plutôt, etc. Et c'était des événements marquants pour les membres du Bagad. Oui, c'était des événements marquants parce que beaucoup de jeunes filles n'avaient jamais franchi les frontières hexagonales et quelquefois même étaient plus loin que Rennes ou Nantes. Donc c'était très très intéressant, ça faisait découvrir d'autres pays et également d'autres groupes folkloriques parce que à l'époque, le folklore, pas pris dans le sens péjoratif, hein, j'insiste, c'était une découverte aussi des autres cultures, des provinces françaises et des provinces également d'Europe. Nous avons fait des découvertes très intéressantes. Un Bagad était aussi en contact avec des cercles celtiques. Ah, bien sûr. En général, dans les fêtes folkloriques où nous participions, il y avait un Bagad, un cercle, un groupe étranger, quelquefois des majorettes. Elle a perdu sa jarretière ne connaît pas. Dubili, dubila, on était malade. Dubili, dubila, on était dans nos bras. Dubili, dubila, on était malade. Dubili, dubila, on était dans nos bras. Le répertoire du Bagad devait s'élargir, il fallait avoir à l'intérieur du Bagad des sonneurs de couple, donc une technique différente, une formation différente, peut-être des stages aussi. Oui, certains ont fait des stages quelquefois juste du week-end, pas des stages de la semaine. Et j'avais fait à l'intérieur du groupe quelques petits couples ou petits trios, bombarde, biniou, tambour, ce qui permettait quelquefois de se reposer dans un défilé. Et que pense Soisig Noblet, marraine du Printemps des Sonneurs de l'Agnon de 2024, de l'évolution de la musique bretonne? Eh bien, je trouve que c'est formidable parce que les graines semées ont bien germé.
Ce qui est marquant, Bah, c'est que les gens découvraient la richesse du pays qu'ils ignoraient. Car quand on ne fait que, à l'époque, on écoutait la radio, il n'y avait quasiment pas de télé, on lisait à Redon, Ouest France, on ne connaissait donc en culture que ça. Et ceux qui venaient de la campagne avaient plutôt honte d'être des ploucs. Donc, automatiquement, et je me suis rendu compte que la matière bretonne était d'une richesse énorme, mais pas connue. Je dois dire qu'à l'époque, les jeunes filles qui avaient dans la vingtaine, quoi, hein, eh bien, elles étaient très assidues, pas toujours, hein, mais quand elles y étaient, elles travaillaient. Et beaucoup travaillaient bien à la maison. Quand elles arrivaient avec leur practice, parce que quelquefois on ne faisait pas de bignou, on faisait seulement du practice, elles savaient ce qu'elles avaient à apprendre pour la répétition suivante. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu le milieu social, d'où venait, enfin de quel milieu social le bagad à peu près, Je constate par rapport à maintenant qu'il n'y avait pas de chômeuses. D'accord. Pour moi, c'est beaucoup. Oui. Mais bon, il y avait des employés d'ateliers, pas d'imprimerie aussi. J'en faisais partie. 40 heures par semaine. Hein. 40 heures. Des institutrices, des secrétaires, beaucoup de secrétaires, des vendeuses de magasins et des employés d'ateliers, par exemple de chez Duval ou d'usines d'électricité ou d'employés de maison, quoi. Mais pas d'étudiantes. Peu, oui. À la différence. Je crois même que les étudiantes auraient un peu méprisé le milieu là. Ah ouais. Bon, excusez-moi, mais. Oui. Il n'y avait pas des. Enfin, après, peut-être, je parle seulement du temps où j'y étais. Oui, hein? D'accord. Je ne peux pas dire. Après, tout a changé. Hein. Le bagad est devenu mixte. Et après, je suis partie, donc je l'ai suivi de loin, mais pas dedans, quoi, donc je ne sais pas. Et c'est extrêmement important de dire un grand merci à Soisy. Parce que c'est grâce à des Soisy que tu n'as pas été la seule. Il y en a eu sur le parcours. Tu parlais tout à l'heure de l'arrivée du doigté écossais à la cornemuse. Ça fait partie des étapes qui nous mènent nous aujourd'hui à continuer ça. Parce qu'il y a eu des choix importants qui ont été faits.